15 722 Renault 5 électriques rappelés pour un problème de démarrage avant même leur commercialisation massive. Un record de précocité qui rappelle étrangement les déboires des moteurs PureTech de Stellantis. La renaissance tant attendue de l'icône française se transforme-t-elle déjà en cauchemar technique? Cette vidéo expose les secrets inavouables que Renault dissimule derrière sa campagne marketing clinquante pour la nouvelle R5 électrique. La Renault 5, ce n'était pas qu'un assemblage de tôles et de boulons, mais une véritable révolution automobile qui a marqué son époque comme peu d'autres véhicules ont su le faire. Janvier 1972. La France découvre pour la première fois cette petite citadine aux lignes si particulières. Michel Bouet, jeune designer de 35 ans, avait esquissé ce qui allait devenir une icône sur son temps libre, sans commande officielle. Son concept était simple, créer une voiture urbaine, pratique et accessible. Le destin tragique de Bouet, décédé avant même la commercialisation de sa création, ajoutera une dimension presque mythique à la naissance de ce modèle. Les années 70 sont marquées par l'urbanisation croissante et l'émergence d'une classe moyenne en quête d'indépendance. Face à une 2CV vieillissante et une 4L trop rustique, la R5 incarne la modernité avec son style novateur. Pare-choc en plastique, une première, poignée de portes intégrées, feux arrière verticaux distinctifs. Sa silhouette reconnaissable entre mille séduit immédiatement. L'innovation technique ne s'arrête pas à l'esthétique. La R5 introduit des solutions inédites pour son segment. Haillons arrière, moteur transversal, essuie-glace à balayage horizontal. Plus qu'une simple citadine, elle offre un confort et des prestations dignes de segments supérieurs. Suffisamment compacte pour se faufiler en ville, assez confortable pour les trajets plus longs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1972 et 1985, plus de 5,5 millions d'exemplaires seront produits de la première génération, un succès colossal qui dépasse largement les prévisions initiales. Sa production s'étendra sur 14 années, une longévité exceptionnelle qui témoigne de la justesse de sa conception. Plus qu'une voiture, la R5 devient un phénomène de société, le reflet d'une époque. Son impact culturel dépasse largement le cadre automobile. Elle apparaît dans les films. Les publicités deviennent cultes. Qui ne se souvient pas du slogan Super 5, super sympa? Et elle s'inscrit dans le quotidien des Français. Elle devient le symbole d'une certaine idée de la liberté individuelle accessible au plus grand nombre. Des célébrités, des politiques, des artistes, tous l'adoptent, contribuant à en faire bien plus qu'un simple moyen de transport. La version turbo, présentée en 1980, vient couronner cette success story. Avec son moteur central arrière de 160 chevaux et ses ailes généreusement élargies, elle transforme la sage citadine en véritable bête de course. Les victoires en rallye renforceront encore davantage l'aura sportive de la R5, montrant qu'une voiture populaire pouvait aussi faire rêver les passionnés de performance. Fait remarquable, la R5 a su traverser les deux crises pétrolières de 1973 et 1979 sans perdre de sa superbe. Dans une période d'austérité, elle représentait le compromis idéal entre praticité et économie. Aujourd'hui encore, près de 50 ans après sa présentation, la R5 conserve une place à part dans le cœur des Français. Les exemplaires bien conservés s'arrachent à prix d'or dans les ventes aux enchères. Les rassemblements de passionnés attirent à des foules considérables et la simple évocation de son nom provoque une vague de nostalgie chez ceux qui l'ont connu. Peu de voitures peuvent se targuer d'avoir traversé les décennies en conservant intacte leur capitale sympathie. Cette nostalgie intense pour la R5 originale, Renault l'a parfaitement identifiée et compte bien la transformer en or électrique. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette stratégie qui prétend ressusciter une icône tout en modifiant radicalement sa nature? Le plan Renaulution, orchestré par le groupe aux losanges, révèle une ambition à peine dissimulée. Utiliser le capital émotionnel d'un modèle légendaire pour forcer l'acceptation d'une technologie qui peine encore à convaincre. Accessibilité financière, autonomie généreuse, qualité française, autant d'engagements qui résonnent agréablement aux oreilles des consommateurs. Ces promesses demeurent floues dans leur application concrète. Aucun chiffre précis, aucune garantie ferme n'accompagne ce discours séduisant qui semble davantage relever du marketing que de l'engagement industriel. Peut-on vraiment parler de renaissance quand l'âme même du véhicule, son moteur thermique accessible et fiable, disparaît au profit d'une technologie radicalement différente? Les investissements consentis par Renault dans la plateforme MPR Small témoignent certes d'un engagement financier conséquent. Cette architecture technique dédiée aux véhicules électriques compacts est censée porter non seulement la R5, mais également d'autres modèles futurs du groupe. Cependant, les sommes précises engagées dans ce développement restent soigneusement dissimulées,
ce qui ne manque pas d'interroger sur la rentabilité réelle de ce projet pharaonique. Face à la concurrence chinoise qui déferle sur l'Europe avec des modèles électriques techniquement aboutis et financièrement accessibles, la position de Renault apparaît de plus en plus fragile. Comment une marque française, avec ses coûts de production élevés et ses contraintes sociales importantes, pourrait-elle proposer un véhicule électrique véritablement compétitif sans sacrifier drastiquement les marges ou la qualité? Les premiers résultats commerciaux des modèles électriques de Renault montrent d'ailleurs des signes inquiétants. Loin des objectifs ambitieux annoncés initialement, les ventes peinent à décoller, entravées notamment par des problèmes techniques récurrents qui affectent la réputation de la marque. La Zoé, pionnière électrique du groupe, a ainsi connu son lot de déconvenues, qui auraient dû servir d'avertissement avant le lancement précipité d'un nouveau modèle emblématique. Comment un véhicule qui se veut héritier d'une icône populaire et accessible peut-il s'afficher à des tarifs qui le placent immédiatement hors de portée des classes moyennes, précisément celles qui avaient fait le succès de l'original? Cette déconnexion entre l'héritage revendiqué et la réalité commerciale proposée constitue peut-être le point le plus problématique de toute cette stratégie. Les compromis opérés entre poids, capacité de batterie et coût de production risquent de se traduire par des performances réelles bien en deçà des annonces triomphales qui accompagnent le lancement du modèle. Au-delà des compromis techniques évidents, un fantôme bien plus inquiétant plane sur la R5 électrique, celui de la fiabilité catastrophique des modèles électriques actuels de Renault. Comment un constructeur qui peine à assurer le fonctionnement basique de ses véhicules électriques existants pourrait-il soudainement maîtriser cette technologie pour son modèle phare? Prenons le cas de la Zoé, ce véhicule qui devait incarner l'avenir électrique de la marque aux losanges. Les propriétaires se retrouvent régulièrement confrontés à des défaillances du système de recharge qui transforment leur voiture en simple objet décoratif. Un comportement qui semble davantage relever du caprice technologique que d'une protection légitime de la batterie. L'expérience des possesseurs de Mégane E-Tech n'est guère plus reluisante. L'interface utilisateur, censée représenter la vitrine technologique du véhicule, se transforme en cauchemar électronique. Cette situation reflète l'incapacité chronique de Renault à maîtriser l'électronique embarquée, pourtant devenue le système nerveux central des véhicules modernes. La dégradation prématurée des batteries, composant le plus onéreux d'un véhicule électrique, soulève des questions fondamentales sur la durabilité de ces modèles. Ces batteries, dont la santé conditionne directement la valeur résiduelle du véhicule, manifestent des faiblesses inquiétantes bien avant les échéances annoncées par le constructeur. La gestion thermique des batteries constitue un autre talon d'Achille des modèles électriques de Renault. Ce système complexe, qui doit maintenir les cellules dans une plage de température optimale, se révèle défaillant dans de nombreuses situations. Résultat, des performances de recharge erratiques et une autonomie qui fond comme neige au soleil dès que les conditions climatiques s'éloignent de l'idéal. Un problème particulièrement préoccupant quand on sait l'importance de la gestion thermique pour la longévité des batteries. Ces déficiences techniques ne représentent pas des cas isolés. Les taux de panne des modèles électriques de la marque dépassent largement la moyenne du secteur. La multiplication des rappels dans l'industrie automobile, notamment pour les véhicules électriques, met en lumière l'importance cruciale de la maîtrise logicielle. Or, c'est précisément sur ce terrain que Renault accumule les retards. L'écart entre les ambitions affichées et les compétences réelles se creuse dangereusement. Que signifie cette accumulation de problèmes techniques pour la future R5 électrique? La R5 électrique risque de n'être qu'un nouveau chapitre dans la chronique d'une désillusion annoncée. Le cas des moteurs PureTech de Stellantis constitue sans doute le meilleur miroir pour anticiper ce qui attend les futurs propriétaires de la nouvelle Renault. Comment une industrie peut-elle reproduire les mêmes erreurs catastrophiques à quelques années d'intervalle? Les moteurs PureTech de Stellantis illustrent parfaitement ce syndrome français de la technologie défectueuse vendue comme révolutionnaire. Derrière les discours marketing vantant l'ingénierie de pointe se cachent des défauts de conception majeurs, courroies de distribution qui cassent prématurément et chaînes de distribution d'une fragilité alarmante. Ces problèmes techniques ne relèvent pas de simples défauts de jeunesse, mais de véritables erreurs conceptuelles, entraînant des coûts de réparation exorbitants pour des propriétaires piégés par des promesses trompeuses. Pourtant, Stellantis a continué à produire massivement ces moteurs défectueux, préférant minimiser l'ampleur du problème plutôt que d'y remédier promptement. Des centaines de milliers de véhicules équipés de ces motorisations ont ainsi été vendus en toute connaissance de cause, constituant une véritable bombe à retardement pour les finances des particuliers. La stratégie marketing entourant ces moteurs PureTech présente des similitudes troublantes avec celle déployée actuellement pour la R5 électrique.
Dans les deux cas, nous retrouvons cette propension à mettre en avant l'innovation technologique comme argument de vente principal, tout en dissimulant soigneusement les risques associés à ces technologies immatures. Les consommateurs sont invités à devenir, bien malgré eux, des bêta-testeurs payants d'une technologie encore expérimentale. Ce n'est qu'après des années de déni et face à la multiplication des recours en justice que Stellantis s'est résolu à reconnaître partiellement sa responsabilité. Le coût financier pour Stellantis a été considérable, mais plus dévastateur encore est le coût réputationnel. La confiance des consommateurs, cette ressource si précieuse dans l'industrie automobile, s'est érodée progressivement jusqu'à atteindre des niveaux historiquement bas. Ce schéma semble se reproduire presque à l'identique avec la R5 électrique. La même précipitation dans le développement, dictée par des impératifs marketing plutôt que techniques. La même volonté de capitaliser sur une image nostalgique pour masquer des fragilités structurelles. En observant attentivement cette dynamique, on discerne un trait culturel profondément ancré dans l'industrie automobile française. Une forme d'arrogance technologique qui considère que l'innovation peut se décréter indépendamment de sa maîtrise effective. Ni Stellantis ni Renault ne semblent avoir tiré les leçons de leurs échecs respectifs, perpétuant un cercle vicieux où les consommateurs français paient le prix fort de cette incapacité à apprendre de ses erreurs. Le parallèle entre les moteurs PureTech et la R5 électrique révèle une constante inquiétante. Quand l'ingénierie devient subalterne au marketing, quand les délais commerciaux priment sur la validation rigoureuse, c'est invariablement le client qui en supporte les conséquences. Et comme pour les moteurs PureTech, les problèmes les plus graves de la R5 électrique ne se manifesteront probablement qu'après l'expiration des garanties. L'absence d'humilité technique ne se limite pas aux entrailles mécaniques invisibles de la R5 électrique. Et les exemplaires initiaux sortis des chaînes de montage racontent une histoire bien différente de celle des présentations officielles étincelantes. Derrière le rideau de fumée du marketing nostalgique se cache une réalité troublante, celle d'un véhicule qui exhibe fièrement les stigmates d'une production précipitée et d'un développement insuffisant. Les ajustements approximatifs des panneaux de carrosserie constituent la première offense visuelle. Ces interstices irréguliers ne sont pas de simples imperfections esthétiques. Ils annoncent d'éventuelles infiltrations d'eau, des bruits aérodynamiques parasites et une usure prématurée des joints. En poursuivant l'examen, c'est l'intérieur qui révèle le sacrifice de la qualité sur l'autel de la rentabilité. À l'usage, l'ergonomie défaillante s'ajoute à la liste des griefs. Des commandes mal placées, nécessitant de quitter la route des yeux plus longtemps que nécessaire, et une interface utilisateur confuse, témoignent d'un développement centré sur l'apparence plutôt que sur l'expérience réelle. Cette priorité accordée au style sur la fonctionnalité révèle une approche de conception problématique, où l'utilisateur semble avoir été la dernière préoccupation. L'expérience sonore complète ce tableau préoccupant. Les bruits parasites et vibrations signalés par les premiers utilisateurs ne sont pas anecdotiques. Ils sont symptomatiques d'un assemblage hâtif et d'une insonorisation sacrifiée. La comparaison avec les concurrents directs est impitoyable. Les constructeurs chinois et coréens, longtemps moqués pour leur finition approximative, surpassent désormais Renault dans ce domaine crucial de la qualité perçue. MG, BYD ou Kia proposent aujourd'hui des véhicules électriques aux assemblages plus rigoureux, aux matériaux plus valorisants et à l'ergonomie mieux pensée, souvent à des prix équivalents ou inférieurs. Les économies réalisées sur les matériaux intérieurs sont flagrantes quand on compare les véhicules de série au concept et pré-série présentés à la presse. Les textiles recyclés vantés comme innovants ont cédé la place à des plastiques conventionnels. Les écrans au graphisme sophistiqué ont été remplacés par des interfaces plus basiques. Ces défauts de finition ne sont pas des anomalies isolées ou des problèmes de jeunesse. Ils témoignent d'une approche systémique où la qualité a été délibérément sacrifiée pour maintenir des marges acceptables face aux contraintes économiques. Dans l'industrie automobile, la qualité perçue constitue souvent le miroir fidèle de la qualité mécanique sous-jacente. Si tant d'approximations sont visibles en surface, que se cache-t-il dans les composants critiques invisibles? Ce que révèlent les composants invisibles dépasse largement les craintes suscitées par les défauts apparents. 15 722 véhicules rappelés avant même leur commercialisation massive. Entre septembre et décembre 2024, tous les exemplaires produits à l'usine de Douai ont dû faire l'objet d'une intervention technique urgente. Le problème? Un défaut majeur dans le calculateur onduleur du moteur électrique principal qui, sans correction, pourrait tout simplement empêcher le véhicule de démarrer. L'ampleur de cette opération constitue un aveu technique sans précédent. Jamais dans l'histoire récente de l'automobile, un constructeur n'avait été contraint d'intervenir sur l'intégralité d'une production aussi précocement dans le cycle de vie d'un modèle.
Comment un véhicule peut-il nécessiter une telle intervention avant même d'avoir massivement atteint les consommateurs? La sémantique employée par Renault pour qualifier cette opération est particulièrement révélatrice. Le terme contrôle technique a été préféré à celui de rappel, sous prétexte que le problème ne concernerait pas directement la sécurité du véhicule. Au-delà du calculateur onduleur, d'autres problèmes techniques alarmants ont été identifiés sur les premiers exemplaires. Des clients ont rapporté des difficultés majeures avec la boîte de vitesse, les empêchant simplement de passer en marche avant ou arrière. Un comble pour un véhicule censé incarner la mobilité moderne. Plus inquiétant encore, le système de recharge présente des dysfonctionnements similaires à ceux déjà observés sur la Zoé, se bloquant dès que la source d'alimentation est jugée de mauvaise qualité par l'électronique embarquée. La réaction de Renault face à cette crise technique mérite une analyse critique. Le constructeur s'est empressé de contacter les rares propriétaires pour organiser des rendez-vous d'intervention, présentant cette démarche comme la preuve de son engagement à maintenir un haut niveau de fiabilité. Une communication qui inverse la causalité. La justification selon laquelle les rappels seraient fréquents dans l'industrie automobile ne tient pas face à l'exceptionnalité de la situation. L'argumentaire évoquant les défis technologiques posés par l'électrification sonne comme un aveu d'impréparation face à une transition pourtant annoncée depuis des années. Cette opération, dite préventive, révèle en réalité un développement précipité et insuffisamment validé. Le calculateur défectueux ne constitue probablement que la première manifestation visible d'une conception fondamentalement précipitée. Les problèmes logiciels ne sont que la partie visible d'un iceberg bien plus massif. Au cœur de cette R5 électrique se cache un défaut de conception beaucoup plus fondamental. Sa plateforme MPR Small. Conçue initialement comme une solution modulaire et évolutive, la plateforme MPR Small souffre de compromis techniques majeurs qui sapent littéralement son potentiel. L'examen approfondi de cette architecture révèle une incapacité structurelle à optimiser l'espace disponible pour les batteries. Cette contrainte fondamentale limite drastiquement la capacité énergétique embarquée et, par extension, l'autonomie réelle du véhicule. L'un des problèmes les plus préoccupants concerne la gestion thermique des batteries. La plateforme MPR Small utilise un système de refroidissement dont l'efficacité s'avère insuffisante pour maintenir les cellules à leur température optimale, particulièrement lors des charges rapides ou par temps extrêmes. Cette déficience technique n'est pas anodine. Elle accélère la dégradation des cellules et réduit considérablement leur durée de vie. Plus grave encore, elle provoque des limitations automatiques de puissance que le conducteur subira sans préavis. Pour tenter de maintenir un prix théoriquement accessible, Renault a multiplié les choix de matériaux moins coûteux. Au-delà des plastiques bas de gamme déjà évoqués, c'est toute la structure du châssis qui en pâtit. Cette équation infernale explique pourquoi la R5 électrique affiche un rapport poids-autonomie parmi les moins favorables du marché. Un autre point critique réside dans la puissance de charge acceptée par le système électrique. Tandis que certains concurrents directs permettent des recharges à 150 voire 200 kW, la plateforme MPR Small plafonne à des valeurs bien inférieures. Cette limitation technique, dissimulée derrière des courbes de charge flatteuses mais théoriques, se traduira concrètement par des temps d'attente prolongés sur les bornes rapides. Un inconvénient majeur qui anéantit l'argument d'une utilisation polyvalente du véhicule, le confinant essentiellement à un usage urbain ou périurbain. Le déséquilibre flagrant entre le poids du véhicule et la capacité de sa batterie constitue peut-être l'échec le plus patent de cette plateforme. Alors que l'industrie s'efforce de réduire la masse des véhicules électriques pour maximiser leur efficience énergétique, la R5 s'engage dans la direction opposée. Cette contradiction fondamentale explique pourquoi l'autonomie réelle en conditions normales s'éloignera considérablement des chiffres d'homologation WLTP, créant une déception programmée pour les futurs propriétaires. La discordance entre les promesses marketing et les possibilités techniques réelles atteint ici son paroxysme. Comment Renault peut-il vanter une autonomie généreuse quand l'architecture même du véhicule l'en prive structurellement? Comment prétendre offrir une expérience de recharge optimale avec un système de gestion thermique sous-dimensionné? Ces questions révèlent un décalage inquiétant entre la communication du constructeur et la réalité technique de son produit.